Merci à vous. Donc, on va parler de workflow, on va surtout parler de data orchestration, enfin d'orchestration et notamment d'orchestration d'événements. Alors, on va parler d'événements parce que c'est vrai qu'actuellement, l'event-driven, c'est à la mode, tout le monde en parle et c'est très populaire puisqu'au lieu de faire des batchs, on traite plutôt la donnée en temps réel et donc c'est plus efficace. On a de suite la donnée, les processings sont faits en temps réel, on n'a pas des grosses machines à créer pour traiter toutes les données de la journée. Donc c'est là-dessus qu'on va parler, et donc tout le monde en parle, tous les cloud providers en ont. Et je vais aller donc sur la doc officielle de Google, on pourrait aller sur n'importe quel cloud provider, mais comme je suis Google développeur expert, on va aller sur la doc de Google, et notamment sur ce lien-là, on a une doc que je vais ouvrir, normalement si j'ai du réseau ça va marcher. Et donc voilà, donc c'est une doc officielle, vous avez des icônes, vous avez donc plein de choses pour faire des trucs super cool avec des beaux dessins. Bon, c'est un petit peu long à charger, c'est pas grave. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà, normalement, vous avez toutes les icônes. Si vous voulez faire des beaux schémas sur Google Cloud, voilà, vous avez des belles icônes qui sont au goût du jour et qui sont toutes bien. Et si on descend, ça va mettre du temps à charger. J'aurais dû l'ouvrir avant. Donc, ça va arriver. Slide normalement 69. Vous avez des schémas, des patterns assez standards qui vous présentent tout ce qui est data-driven. En tout cas, voilà. Je vais vous présenter même en plus grand, parce que vous le verrez. Hop. Donc, qu'est-ce que ça présente? Typiquement, on a ce type d'event-driven où on va avoir, quand ça va s'afficher, on a des événements qui sont créés par des devices IoT, mais par exemple, et c'est le use case sur lequel j'ai travaillé quand j'étais chez Veolia à l'époque. Ces IoT devices sont récupérés par des gateways, et les gateways vont déposer des fichiers ou envoyer des événements sur Google Cloud. Ça peut être là, c'est sur du PubSub, ça peut être autre chose. Donc, voilà. Donc, bref, il y a des événements qui arrivent de la gateway, c'est traité, donc c'est ingéré par Google Cloud. On a un pipeline, ici c'est du data flow qui va prendre les données, les transformer, et ensuite qui va les sauver, les sauvegarder dans une base de données. Donc ça peut être du cloud storage sous du fichier, du data store, du Bigtable ou autre chose. Donc ça marche, mais comme ça, mais aussi les données, on peut les réutiliser, c'est la partie qui est en bas, parce qu'on a des événements qui partent un peu dans tous les sens, on peut les réutiliser pour faire du machine learning, utiliser encore du data flow pour retransformer les données et faire ce qu'on veut avec. Du dataproc, c'est du Hadoop, donc aussi pour transformer les données. Et au final, qu'est-ce qu'on fait de ces données? Eh bien, on va les exposer, les traiter avec du App Engine, avec du Kubernetes, avec la VM, avec ce qu'on veut. Donc ça passe comme ça, de bloc en bloc, et les événements permettent d'avoir cette donnée en temps réel, et le PubSub, justement, c'est un support, c'est une queue de messages qui permet de transférer ces événements en temps réel. On a d'autres slides qui présentent un petit peu les mêmes choses. On a les données qui sont stockées à un endroit, qui sont traitées à un autre, et puis ça passe mais d'un côté ou de l'autre. Et ici, c'est juste pour montrer aussi la puissance de Dataflow, qui peut traiter aussi bien du pipeline, enfin du PubSub, que du fichier, donc faire du temps réel ou du batch de la même manière. Et ensuite, on stocke les données un peu partout. Bref, on met des flèches, ça passe très bien. Et justement, je voulais vous présenter un cas d'usage que j'ai eu chez Veolia, justement, où on a des IoT devices qui communiquent, donc ils sont sur vos compteurs d'eau, hein, en fonction de la ville où vous êtes, eh bien, vous levez votre compteur d'eau, vous avez une petite tête communicante au-dessus, ça communique vers des gateways, et ces gateways, toutes les heures, communiquent des fichiers et déposent sur Cloud Storage. Qu'est-ce qu'on fait quand les fichiers sont récupérés? Donc c'est des fichiers qui font 100 octets, donc vraiment tout petit. Et donc il faut les décompresser, les décoder, et avec Dataflow, on fait ça, on décode les données brutes, et ensuite on les stocke dans BigQuery. Donc sur l'événement, un fichier arrive dans Cloud Storage, je lance un Dataflow, et ensuite je stocke les données dans BigQuery. L'étape d'après, c'est de dire, bon, BigQuery, c'est bien, mais j'ai beaucoup de données. Le problème de BigQuery, c'est que ce n'est pas une donnée temps réel. C'est-à-dire quand vous requêtez BigQuery, vous avez toujours un temps de warm-up qui prend entre 500 millisecondes et 1 seconde. Et donc, ce n'est pas terrible pour une expérience web. Donc, je vais faire un extract de toutes mes données brutes, et je vais prendre que celles qui m'intéressent et les mettre dans une base de données low latency, donc Cloud SQL, dans du MySQL ou du PostgreSQL qui est managé par Google Cloud. En parallèle de ça, la puissance de BigQuery, c'est de dire, je voudrais aussi avoir des agrégats, puisque quand on a des compteurs d'eau qui sont éparses, c'est très bien. Les modules envoient un relevé toutes les heures.
Et donc, si on veut la consommation à la journée, il faut agréger à la journée, à la semaine, au mois, etc. Et puis aussi, quand on travaille dans le secteur de l'eau, on a ce qu'on appelle des secteurs hydrauliques. Donc, on a plusieurs endroits, enfin plusieurs voisins qui ont le même secteur hydraulique et on veut savoir la consommation de ce secteur, puisqu'on a des grosses vannes dans la rue qui permettent d'alimenter tous ces secteurs hydrauliques. Donc, on va faire des agrégations sur ces données-là. Parfait, BigQuery est fait pour ça. Donc, on va faire des agrégats, et pareil, ces agrégats, une fois qu'ils sont calculés, on va les stocker dans une base de données low latency, mais la même, et le but est de servir un site web, s'il veut bien s'afficher, avec App Engine, pour justement pour exposer les données à nos clients. Donc ça, c'est très bien, c'est un schéma qui marche bien. Vu que je suis data architecte, c'est moi qui l'ai fait, donc c'est assez magique, il y a 4-5 produits à utiliser, les flèches qui partent dans tous les sens, voilà, nickel, je me suis arrêté là, mais voilà. Alors ça, c'est magique parce que les flèches, elles sont magiques, elles partent d'un produit, elles vont à l'autre, et paf, ça marche. Après, il faut savoir comment ça marche en dessous, donc on va passer côté mes développeurs, et on va se dire, ok, on a de l'event-driven, mais comment est-ce qu'on a des composants event-driven sur Google Cloud, et comment est-ce qu'on fait pour faire que ce schéma qui paraît si simple prenne vie? Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'event-driven? Avant de rentrer dans le vif du sujet, grosso modo, on a un producteur d'événements, on a un consommateur, et puis le plus souvent, on a une couche intermédiaire, un broker, qui va permettre de faire la transition entre celui qui émet, celui qui consomme, et au milieu, on a c'est un broker. Sur Google Cloud, le plus souvent, c'est PubSub qui est utilisé parce que c'est une file de messages. On met un événement en entrée, donc l'événement, le producteur pousse le message dans PubSub, et ensuite les consommateurs souscrivent à la queue de message pour le consommer. Donc dans les producteurs d'événements, donc il y en a qui sont joliment produits. Vous verrez après pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui sont un petit peu bizarres. Il y a deux types d'événements. Il y a des événements plutôt cloud natifs. Il n'y a que deux produits qui supportent ça. C'est qu'en fait, on va pouvoir générer des événements avec Cloud Firestore et Cloud Storage. Donc Firestore, c'est une base de données NoSQL, et Cloud Storage, c'est un blob storage. Vous mettez votre fichier. Quand votre fichier est quand il est uploadé, quand il est mis à jour ou supprimé, vous avez un événement qui est envoyé. Même chose sur Firestore, quand vous écrivez la donnée ou quand vous la supprimez, vous avez un événement qui est envoyé et vous pouvez le traiter. Ensuite, vous avez d'autres produits qui ont une interaction native avec PubSub. Donc, je vous ai dit PubSub, c'est quand même le broker de messages privilégié sur Google Cloud. Et vous avez toutes sortes de produits qui gravitent autour. Cloud Storage, vous pouvez envoyer un événement natif ou si vous pouvez publier directement un message dans PubSub. BigQuery, vous avez ce qu'on appelle les schedule queries. À la fin de cette schedule queries, pour savoir si la query elle est OK ou KO, un message est publié. CloudBuild, c'est la même chose. CloudBuild, c'est la CI/CD de Google Cloud. À la fin du build, est-ce qu'il est OK ou KO? Un message est publié dans PubSub pour ça. Security Command Center va vous trouver des événements de sécurité dans votre projet ou dans votre organisation, et dès qu'il en trouve un, hop, c'est la même chose, ça produit un événement. Cloud Scheduler, qui est un cron managé, peut directement appeler une API ou peut aussi publier un message dans PubSub si vous le souhaitez. Pour continuer, Secret Manager, quand une nouvelle version du secret est mise à jour, vous avez donc un message qui arrive. Cloud Billing, quand votre billing dépasse un certain seuil, pareil, paf, vous avez un message, comme ça vous pouvez réagir ou couper le billing de votre projet pour ne pas que ça consomme trop le week-end, par exemple. Et enfin, Cloud Alerting, quand vous avez une alerte sur le projet, vous pouvez envoyer un email, envoyer un Slack, une notification, mais aussi un message dans PubSub, peut-être pour agir de manière automatique, pour automatiser vos événements et vos alertes que vous avez sur Google Cloud. Donc ça, c'est super. Donc on a 8 produits qui communiquent nativement avec Google Cloud. Alors, je sais bien que Google Cloud n'est pas forcément le cloud majeur actuellement, mais il y a quand même plus que 8 produits. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour tous les autres? Et pour tous les autres, on va avoir une manière un petit peu plus crade de générer des événements. Alors, comment est-ce qu'on va faire? En fait, on va simplement dire que n'importe quel produit, quand il fait quelque chose, il va écrire un log système ou un log que vous avez écrit vous. Et le but, ça va être de dire qu'on va créer ce qu'on appelle un sync. Donc, en fait, on va prendre le log qui arrive en entrée, on va le router et on va l'enregistrer dans une table cible, enfin dans une cible. Et la cible peut être assez diverse. Ça peut être ou un fichier dans Cloud Storage, ou créer un message dans PubSub,
ou alors créer une entrée, une ligne dans BigQuery. Donc ça peut être utile pour différents use cases, mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est de dire, on va écouter juste le log qui nous intéresse, et on va générer un message dans PubSub, et comme ça, on va pouvoir avoir des événements d'un peu n'importe où. C'est pour ça que c'est plutôt un hack, mais en tout cas, on n'est pas limité sur le nombre de produits, n'importe quel produit peut générer un événement dans PubSub. Bon, ça c'était les consommateurs, maintenant, qu'est-ce qu'on a ah non, excusez-moi, EventArc. EventArc, en fait, donc c'est assez nouveau sur Google Cloud, ça n'a même pas un an. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est, on va dire, une façon assez simplifiée de faire un sync. En fait, quand vous prenez EventArc, c'est un petit peu la même chose que vous avez Cloud Logging, vous faites un sync dans un topic PubSub, vous créez une souscription sur ce topic donc pour arriver à pousser le message. Et, pour l'instant, vous ne pouvez le pousser que dans Cloud Run. Bientôt, vous pourrez le pousser sur autre chose. Je ne vais pas dire trop de bêtises, il y a des espions de chez Google qui sont dans la salle, donc je ne vais pas en dire trop. Mais en tout cas, voilà, bientôt ce sera autre chose que sur Cloud Run, et EventArc est amené à se développer pour unifier toute production et tous les événements dans Google Cloud vont passer par EventArc à terme. Ensuite, au niveau consommateur, consommateur, comme on avait des événements cloud natifs, on va aussi avoir des consommateurs qui vont consommer ces événements. Donc aujourd'hui, on a Cloud Function qui, pour l'instant, arrive à consommer ces événements ou Firestore ou Cloud Storage. Et pour l'instant, c'est que Cloud Function qui peut faire ça. Et je pense que ces événements cloud natifs, on ne va plus trop en voir. Je pense que c'est toujours PubSub qui est utilisé comme broker. Voilà. Mais ça fait partie de l'historique de Google Cloud, donc on ne va pas le changer maintenant. Et ensuite, quand on passe par du PubSub, en fait, avec PubSub, on peut créer ce qu'on appelle une souscription. Donc, c'est-à-dire que les messages qu'on a en entrée, on va prendre dans une souscription et on va les pousser. Donc, on va faire un push HTTP vers quelque part. Et donc, comme c'est un push HTTP, enfin, on peut appeler, donc c'est un webhook, hein, on va appeler l'API que l'on veut. Donc, ça peut être du Cloud Run, du App Engine, du Cloud Function, des services qui sont déployés sur du GKE, donc sur du Kubernetes, mais sur de la VM. On peut même maintenant appeler aussi du Cloud Build. Avec Cloud Build, on peut démarrer un build automatiquement. Mais là, je ne l'ai pas mis, mais comme c'est un webhook, on peut appeler n'importe quelle API. Même une API qui est sur du on-prem, sur du AWS, mais sur du Azure. Vu que c'est une API, on appelle un petit peu ce qu'on veut. Et donc forcément, les événements qui produisent du HTTPS, donc on a PubSub avec la Push Subscription. Et après, on a deux autres produits, Cloud Scheduler, qui peut appeler directement une API HTTP, et Cloud Task, qui peut le faire aussi. Donc là, on a les deux parties. On a le côté producteur, on a le côté consommateur, et on avait un joli schéma qui était ici, qui était la proposition que j'avais faite initialement. Et puis, il va y avoir la réalité. Et là, ça fait un peu plus mal. Parce que finalement, on s'aperçoit que Cloud Storage ne peut pas nativement appeler Dataflow. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Sur Cloud Storage, il va falloir capter le premier événement. Il va falloir qu'on capte avec une Cloud Function. La Cloud Function va pouvoir arriver à capter l'événement de Cloud Storage et à déclencher le Dataflow. Déjà, le Dataflow, ce n'est pas un Dataflow qui est normal. Il faut créer un template. Ensuite, il faut déclencher ce template. Donc, ça demande un petit peu aussi de connaissances au niveau de Dataflow. Donc voilà, il faut arriver mais déjà à faire cette première étape. La deuxième, c'était de dire, on a les données dans BigQuery. Une fois que le Dataflow s'est lancé, je vais créer un agrégat de toutes mes données brutes et je vais le stocker dans Cloud SQL. Alors là, par contre, ça va être un peu plus compliqué, puisque Dataflow, on n'a pas d'événement à la fin de Dataflow pour dire mon job est fini. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va écouter les logs. Donc ces logs, on va faire un sync dans PubSub. Une fois que c'est dans PubSub, on va créer une fonction, on peut créer un Cloud Run ou ce qu'on veut, ou une App Engine. Là, c'est une fonction. Et qu'est-ce que fait cette fonction? Cette fonction va dire à BigQuery, fais une requête, et cette requête, je veux que tu me la stockes dans Cloud Storage. C'est une requête assez grosse, donc je ne vais pas pouvoir la garder en mémoire dans Cloud Function. Donc le résultat, je le mets à côté dans Storage. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je dis, la fonction elle va dire à Cloud SQL, va chercher les données qui sont dans Storage et charge-les dans une table que tu as dans ton schéma de BDD. Donc là, ça commence à devenir un peu compliqué. Surtout que souvent, vous chargez les données dans une table temporaire. Après, vous devez lancer une requête pour intégrer ces données et les merger avec les données existantes. Voilà, là, ça commence à devenir un peu costaud.
Vous n'avez pas envie de faire la même chose avec la partie agrégation. Donc la partie agrégation, je me suis dit, bon, toutes les heures, qu'est-ce qu'on fait? On lance une schedule queries, puisque les fichiers rentrent toutes les heures, donc on va dire toutes les heures plus 20 minutes, le temps que le dataflow passe, toutes les heures plus 20 minutes, je lance une schedule queries qui fait les agrégations, et à la fin de l'agrégation dans une table temporaire de BigQuery, qu'est-ce qui se passe avec une schedule queries? On peut mettre un message pub/sub directement, qui est capté par une CAD function, donc ça c'est nickel, et on va aller charger les données directement dans Cloud SQL. Alors cette fois-ci, je ne suis pas passé par un Cloud Storage, parce que comme c'est des agrégats, il y a beaucoup moins de données, donc on peut garder les données en mémoire, et on fait directement des inserts en base de données. Et ensuite, bien sûr, étape 4, voilà, on sert les données sur le web, donc là, de toute façon, ça ne change rien. Donc on avait un schéma qui était simple, on avait 5 composants utilisés, on avait des flèches magiques qui passaient de l'un à l'autre, et puis finalement, quand on développe, on a tout ça à faire, et bon, ça c'est mon avis, mais en fait, moi je trouve que c'est un petit peu le bordel. C'est un peu le bordel parce qu'en fait, ça part un peu dans tous les sens. Il y a un événement qui part, il doit être rattrapé ici, il doit être rattrapé là, il fait ça, bon, moi je trouve que c'est un petit peu le bordel, et c'est compliqué à gérer quand on a un produit en production, quand on a un produit qu'on suit au jour le jour, parce que c'est difficile de savoir ce qui se passe. Voilà, on a un événement qui est arrivé, un fichier est arrivé, à quel endroit on est du process, est-ce que le dataflow est fini, est-ce que les agrégats sont finis, est-ce que les données sont chargées dans Cloud SQL? En fait, on n'en sait rien. Donc les erreurs, mais pareil, si on a une erreur à un endroit, il faut déjà aller chercher dans les logs pour savoir à quel endroit c'est, et surtout quand on a besoin de repartir sur une erreur, alors quel est l'événement qu'on doit simuler pour repartir au bon endroit dans la chaîne pour qu'on reprenne les données existantes, etc. etc. Donc là, c'est un petit peu aussi assez tricky à faire. Et puis surtout, est-ce qu'on connaît quand est-ce que la transaction est finie? Quand est-ce que le fichier est rentré? Quand est-ce que c'est fini ensuite? Combien de temps a pris la chaîne? On ne sait pas, on n'a aucune visibilité. Et surtout, quand on a des nouveaux qui entrent dans l'équipe, regardez, on a ce business process, on a le fichier qui arrive, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et puis en sortie, on a ça. Donc ça, c'est très bien sur le papier, sauf que quand on regarde le code, ça n'a absolument rien à voir. Donc, déjà, avoir ce business flow, on ne sait pas à quoi ça ressemble, sans être expert sur toutes les briques, c'est vraiment compliqué. La partie rollout et rollback va être compliquée aussi, parce que vous mettez à jour une CAD function à un endroit, si celle-là elle a un problème, est-ce que vous faites un rollback que sur la fonction ou sur toutes les autres briques que vous avez dans la chaîne? Avoir une consistance à ce niveau-là est difficile. Et pareil pour les tests, comment s'en assure qu'on ait des tests de non-régression sur un système qui réagit de manière ad hoc. Donc c'est un petit peu la magie de l'event driven, vous lancez un événement, le service qui en a besoin le prend et fait son truc. Sauf que comment est-ce qu'on fait qu'on teste ce système au complet, s'assurer que l'intégrité du système fonctionne correctement. Donc ça, c'est ce que j'appelle un peu le bordel. Donc ça marche bien, sauf que quand vous avez des petits systèmes, ça marche très bien. Quand vous avez un gros système, c'est compliqué. Donc le but est de mettre de l'ordre dans ce foutoir. Et pour ça, Google a sorti un nouveau produit il y a un an et demi, qui s'appelle Cloud Workflow. Et en fait, c'est un orchestrateur, donc un orchestrateur comme un chef d'orchestre, qui va simplement dire à chacun quand est-ce qu'il doit s'activer et qu'est-ce qu'il doit faire à quel moment. C'est ni plus ni moins que ça. Donc le but est d'avoir un orchestrateur au milieu qui peut appeler des services GCP, mais aussi des API externes, parce qu'on n'a pas toujours besoin que des services sur GCP, on peut avoir besoin de services externes. Typiquement, on a fait ça dans une autre application, on avait besoin d'avoir de la météo, puisque quand on traite les eaux usées, notamment chez Veolia, mais s'il pleut, on a plus d'eau usée à traiter parce qu'il pleut et qu'on a de l'eau dans les caniveaux. Donc voilà, c'est important de savoir ça. Donc voilà, c'est typiquement le genre d'API de call externe que l'on peut faire. On va aussi simplement déclarer ce que l'on veut faire. Donc l'orchestrateur, on n'a pas de code à faire, on a juste un YAML ou un JSON à écrire. C'est assez, on va dire, la mode, notamment avec Kubernetes en ce moment. Mais on ne va surtout pas faire de code, on va juste décrire l'état que l'on veut. Et ensuite, c'est Workflow qui va comprendre les différentes étapes à faire et qui va créer sa machine à état propre à lui-même, mais en interne, pour exécuter dans l'ordre toutes les étapes. Le gros avantage,
et c'est ce que moi j'aime, c'est qu'en fait, je n'ai rien à faire. J'ai juste à déclarer mon workflow et ça marche tout seul. C'est serverless, rien à manager, rien à déployer, rien à mettre à jour. J'ai juste à m'occuper de mon code et puis le reste est géré par Google et c'est à mieux. Et enfin, dernier point, c'est un paiement à l'usage. Il y a un free tier qui est plutôt intéressant et en fait, plus on en fait, plus on paye. Et puis si on fait rien ou si on enlève des workflows, on paiera moins. Donc là aussi, c'est parce qu'on n'a pas d'infrastructure à gérer, pas de machine à provisionner. En fait, c'est vraiment du pay as you use, ce qui est super intéressant. Et donc si je vous parle un petit peu des features principales de workflow, on va voir vraiment tout ce qu'on cherche dans le gestionnaire d'un workflow, notamment la possibilité de faire des boucles, des itérations sur des tableaux et d'avoir des étapes de décision. Si j'ai ce cas-là, enfin en tout cas si j'ai cette valeur, je peux jumper à ce step-là. Si j'ai cette valeur, je jump ici, et sinon je peux m'arrêter, je peux créer une erreur ou autre. Parce qu'il y a aussi une gestion d'erreur qui est intégrée, notamment quand on fait des calls API. On peut aussi avoir des gestions d'erreur différentes en fonction des codes HTTP que l'on reçoit. Typiquement, on reçoit un code 429, qui veut dire qu'on a un quota qui est excédé. À ce moment-là, on peut dire je vais attendre mes 2 secondes et refaire un test, parce que peut-être que le quota sera revenu ou c'est juste une erreur temporaire, il n'y avait pas un manque de provisioning de machine ou autre. Donc 429, on réessaye après quelques temps. 404, la ressource n'est pas là, je peux réessayer, elle n'est pas là. Donc voilà, vous pouvez faire des conditions comme ça, mais différentes en fonction de ce que vous avez. Quand vous appelez des produits Google Cloud, vous avez besoin d'être authentifié et vous n'avez pas besoin de vous en soucier avec Workflow parce que automatiquement vous avez tout ce qui va bien, qui est géré par Workflow pour générer un token, un access token pour accéder aux API. Et comme ça, vous avez accès directement aux API sans ajouter un header et sans ajouter des choses en plus. Bon, ça marche que pour Google Cloud. Forcément, c'est des appels externes. Vous devez générer votre token et ensuite l'ajouter dans le header. Mais pour Google Cloud, c'est facile. Et même maintenant, ce qui existe et qui est encore plus simple, c'est que vous avez des connecteurs. Le principe des connecteurs, c'est de dire, au lieu d'appeler directement l'API, par exemple, de BigQuery, mais pour faire une requête, et ensuite d'avoir un job ID et d'itérer en disant est-ce que la requête est finie, est-ce que la requête est finie, est-ce que la requête est finie, vous itérez, vous attendez un long moment, en tout cas vous avez une boucle qui tourne pour attendre que le job soit fini. Là vous dites juste un connecteur BigQuery, fais-moi la requête, et vous avez un callback uniquement quand la requête est terminée, vous avez les données qui sont dispo et vous continuez. Donc c'est plus simple pour vous à écrire, ça vous fait moins de code et moins de gestion d'erreurs ensuite. Vous en avez pour quasiment tous les produits de Google Cloud. Je crois qu'ils ne sont pas encore tous, il y a 80% des produits qui sont supportés par les connecteurs aujourd'hui. Vous pouvez passer des variables. Alors ça, c'est intéressant parce que vous pouvez avoir le même workflow et en fonction de votre contexte, soit au début, soit d'une étape à une autre, vous récupérez la valeur du step précédent et vous récupérez quelques données et vous les passez au step après. Et comme ça, vous enchaînez les étapes les unes avec les autres sans vous embêter. Et au début de votre workflow aussi, vous avez des variables que vous pouvez passer à votre workflow. Et typiquement, vous avez un workflow pour la dev et pour la prod, vous changez juste le nom du projet ou le nom de votre dataset sur BigQuery et vous écrivez à un endroit différent sans changer votre workflow en lui-même. Et dernière chose, bon ça j'en ai déjà parlé, je crois pas, oui j'en ai déjà parlé, c'est qu'en fait on peut faire des appels externes parce qu'on en a besoin de temps en temps. Ces appels API, donc ou Google Cloud ou autre chose. À savoir que chez Google, tout est API, donc forcément, dès que vous avez besoin d'un produit chez Google Cloud, vous faites un appel API à chaque fois. Et si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble, vous avez donc d'un côté, vous avez un éditeur de texte avec de l'autocomplétion qui vous facilite la saisie, et surtout, vous avez une partie graph qui comprend en temps réel ce que vous écrivez sur la gauche, et vous voyez directement, vous avez votre business flow qui s'affiche. Et donc, typiquement, pour des nouveaux entrants, vous avez graphiquement quelque chose qui explique les étapes les unes après les autres, ce qui se passe, et donc c'est beaucoup plus simple. Ce qui se passe aussi, c'est que si vous avez une évolution à faire, vous dites, tiens, là, j'ai besoin d'ajouter une étape entre ici et ici, ou ajouter une branche, vous le faites, et vous voyez immédiatement si c'est ce que vous voulez faire ou pas. Même avant de tester, vous savez au moins si votre logique est correcte. Après, est-ce que les calls sont corrects, ça c'est différent, mais au moins, vous avez le sentiment d'avoir fait ce que vous devez faire dans votre feature.
Donc si on reprend le workflow que j'ai présenté précédemment, qu'est-ce que c'est que le nouvel ordre que l'on peut avoir avec justement du workflow pour le même use case que tout à l'heure? C'est de prendre toujours storage, parce que les fichiers arrivent dans storage, et un événement est envoyé dans storage parce qu'un fichier arrive. Alors là, aujourd'hui, de manière officielle, il faut faire une cloud function, mais en alpha, donc vraiment un truc qui n'est pas encore public pour tout le monde, vous allez pouvoir directement utiliser l'événement pour appeler workflow, et ça passera par event arc, évidemment. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, on est obligé d'utiliser la fonction, mais dans quelques mois, ce sera plus le cas. Et vous aurez vraiment que du workflow à faire. Donc le but est de déclencher ce workflow. Première étape, ça va être de déclencher un dataflow. Donc là, ce qui est bien, c'est que comme il y a un connecteur, on dit dataflow avec le connecteur, ça lance le dataflow, ça peut durer 20 minutes, une demi-heure, je ne sais pas. Et quand il est terminé, les données sont stockées dans BigQuery, hop, j'ai un feedback sur workflow et je peux lancer l'étape après. L'étape après, qu'est-ce que c'est? C'est BigQuery, est-ce que tu peux me faire un extract des données, les mettre dans Cloud Storage et ensuite les mettre... Ah oui, donc c'est ça, oui, ok. Donc BigQuery extracte met les données et met-les dans Cloud Storage. Quand c'est fait, tu me donnes le feedback. Et ensuite, moi, je vais dire à Cloud SQL, va chercher les données qui sont dans Storage et tu les mets dans Cloud SQL. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Et en fait, l'étape numéro 3, c'est un peu la même chose. C'est une requête dans BigQuery, cette fois-ci, c'est une agrégation, et on doit charger les données dans Cloud SQL. Donc une feature dont je ne vous ai pas parlé, qui est super intéressante, c'est les sub-workflows. En fait, vous voulez, c'est une fonction. Donc vous avez un workflow qui est défini, et vous allez simplement le réutiliser pour d'autres choses, mais vous allez changer les paramètres en entrée. Donc typiquement, dans ce cas ici, c'est que vous allez simplement dire je veux que BigQuery exécute une requête, mais la requête, ce n'est pas la même. Ce n'est pas une requête de sélection comme l'étape numéro 2, c'est une requête d'agrégation pour ce que je veux. On va encore extraire les données dans Class Storage. Ce sera un autre bucket, ce sera un autre endroit, ce n'est pas très grave. Et ensuite, on va charger les données dans Cloud SQL. Là encore, c'est un autre paramètre différent de ce sub-workflow qui va charger ça dans une autre table. Et en fait, on peut réutiliser exactement la même logique. On l'écrit une fois, et en fait, juste avec des paramètres, on fait deux choses différentes. Principe des fonctions, si vous faites un peu de code, vous savez ce que c'est. Et enfin, bien sûr, l'étape 4, on sert les données directement sur App Engine avec du web. Donc tout ça pour résumer quels sont les bénéfices que l'on a avec du Cloud Workflow. En fait, la première chose, c'est qu'on va avoir un seul point de contrôle. On sait ce qui se passe à un moment avec Workflow, on lance une exécution, donc il y a un fichier qui arrive, on lance une exécution. Et cette exécution va suivre son cours. Et donc même si on a deux fichiers qui arrivent en même temps, on aura deux exécutions, mais c'est pas grave, on aura deux dataflows, on aura deux exports BigQuery, on aura deux choses différentes, mais elles peuvent fonctionner en parallèle, c'est pas grave, on aura une vue unique d'une exécution qui se passe. On va voir ce graphe qui va apparaître directement dans l'IDE. Et on va donc pouvoir facilement comprendre ce qui se passe, à quel moment, facilement débugger, surtout que de nouvelles fonctions de log et de debug sont en train d'arriver sur Workflow. Ça manquait pas mal pour les développeurs. Donc là, l'équipe est en train de le mettre en place. Et j'espère que début 2022, on aura des choses super à ce niveau-là. Et forcément, comme on comprend mieux le graphe, c'est plus facile à comprendre, c'est plus facile à étendre, comme j'ai dit, quand on avait la logique ou un point de... une étape à ajouter dans le graphe. Et surtout, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'ajouter d'autres composants. Rappelez-vous le schéma de l'event driven, on avait du cloud logging, on avait du sync, on avait du pub/sub, on avait de la fonction, on avait plein de composants à connaître, à comprendre, à gérer, à déployer. On avait 3 fonctions différentes, donc 3 bouts de code différents à déployer. Voilà, donc ça commençait à devenir compliqué à tout gérer. Et là, par contre, on n'a pas tout ça à faire, parce que justement, on a des connecteurs et on a seulement un workflow à définir. Et ce que j'aime, je vous ai dit, c'est du serverless. Il y a un free tier, vraiment, faites des essais, je crois qu'il y a 2 millions d'étapes, enfin 2 millions de calls gratuits par mois. Voilà, vous avez de quoi passer quelques heures dessus avant de commencer à payer quelques centimes, parce que c'est même pas très cher quand on commence à payer.
Voilà pour la présentation. En tout cas, merci pour votre attention. J'espère qu'il y aura quelques questions sur le sujet. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Je vais diffuser les slides sur Twitter si vous voulez, donc vous pourrez les récupérer sans problème. Voilà, j'ai aussi écrit quelques articles sur Medium et des choses qui traînent sur GitHub si vous êtes intéressés, mais voilà. En tout cas, mais merci à vous et puis j'attends vos questions si vous en avez. Si vous avez des questions, à faire passer les micros parmi vous. Attendez, parce qu'il y a 2 questions, je ne sais pas qui c'est qui a commencé. Ok, ça commence par en haut, très bien. Ah. Alors, combien faut d'ingénieurs pour allumer un micro? C'est bon? Bon, moi, je vais parler alors. Je suis ici, ouais. Donc bonjour, merci pour la présentation. Donc nous, on utilise GCP dans notre entreprise au quotidien. Et typiquement, c'est des problématiques qu'on a, mais par contre, on utilise PubSub. Mais comment on identifie aujourd'hui un use case qu'on a dans notre entreprise pour pouvoir le mettre en place dans Workflow, par exemple? Parce qu'il y a toute une combinaison de produits Google qui s'inclut dedans, du coup, si je comprends bien. En fait, alors avec Workflow permet d'appeler des API. En fait, on a un orchestrateur qui permet d'appeler des API. Donc en fait, on peut appeler n'importe quoi, des API Google. Donc si on veut prendre un message et ensuite appeler un produit avec un produit Google avec ce message et les données de ce message, on peut appeler autre chose à l'extérieur. Vraiment, ça orchestre des appels API. Voilà, c'est vraiment ça. Comment est-ce qu'on définit qu'on a besoin de Workflow ou pas? Alors déjà, il y en a certains qui vont utiliser Airflow, et notamment Cloud Composer, qui est plus une machine un peu plus grosse, plus multi-cloud, mais aussi bien plus cher à l'usage. Pour moi, c'est dès qu'on arrive à dessiner un process. Si dans un process, on peut arriver à dessiner plusieurs étapes avec plusieurs boîtes, plusieurs briques qui s'enchaînent, ben, comme il faut les enchaîner, il faut quelque chose qui va les enchaîner, donc quelque chose qui va les lier les unes avec les autres. Et avoir un orchestrateur pour faire ça, c'est le bon cas. Donc voilà, à partir du moment où on arrive à le dessiner avec plusieurs boîtes, on peut dire qu'on a besoin de Workflow pour ça. Et que c'est des produits différents, évidemment. C'est mais plusieurs fonctions à appeler et que tout tient dans une Cloud Function ou dans un Cloud Run, pas besoin de l'orchestrer. Mais c'est des produits mais différents, ouais, ça a vraiment du sens. Merci. Est-ce que le micro remarche là-haut ou pas? Là, ça marche. Du coup, je pense que vous avez à peu près répondu à la question, mais la question que j'avais, c'était quand c'est que vous préconiseriez Google Cloud Workload versus un Airflow, un Oozie ou autre concurrent? Et est-ce que vous avez pu observer, par exemple, des grosses différences de coûts ou pas? Alors, les grosses différences de coûts, oui. D'ailleurs, tous ceux qui ont des workflows simples quittent Composer, parce que Composer, c'est 400$, au minimum, c'est 400$ par mois. Donc Composer, c'est quand même assez cher. Si vous avez besoin d'un Composer par développeur que vous avez dans votre équipe, parce que vous voulez que chacun ait son environnement pour développer, faites la multiplication, ça fait un projet assez coûteux. Donc là, oui, en termes de coûts, c'est évident. Par contre, Workflow, alors déjà, la première chose, c'est que ce n'est pas multi-cloud, alors que Cloud Composer, c'est du Airflow. Donc si on met Airflow dans un autre cloud, ça peut marcher de la même manière, donc il y a déjà ça. Airflow, ça marche aussi avec du Python. Donc si on connaît du Python pour écrire des connecteurs, c'est plus simple parce que c'est du Python. Là, c'est du YAML, il y a une syntaxe, une logique à avoir un peu différente avec Workflow. Et le dernier point, je l'avais en tête, je l'ai oublié. Mince, je ne sais plus ce que je voulais dire. La question, c'était sur quand est-ce qu'on l'utilise, le prix, les équipes. Ah, j'ai oublié, ça me reviendra, il y a un dernier point que je voulais aborder sur ça, et j'ai zappé. Excuse-moi. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je vais peut-être l'aborder, c'est la rapidité, la latence et le nombre de transactions. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser
à des millions de transactions par seconde. Est-ce que, bien évidemment, j'imagine que c'est scale up and down, mais c'était pour avoir plus de précision. Merci. Alors, je ne connais pas la limite. Ce qui est sûr, c'est que ces serveurs-là, donc ça scale de manière automatique. Je crois que par ailleurs, il y a du Bigtable qui est utilisé, donc qui permet de faire du high throughput, donc ça va très vite. La latence entre les tâches, elle n'est pas énorme. Après, on n'est pas au niveau de la microseconde. Donc on va plutôt être au niveau de la milliseconde ou de la dizaine de millisecondes pour enchaîner les étapes. Mais voilà, on ne va pas être en dessous. C'est pas foufou, mais souvent, c'est quand même fait pour des choses qui sont plutôt asynchrones. Donc finalement, qu'on ait quelques millisecondes entre chacune des étapes, normalement, ça ne gêne pas trop. Après, voilà, moi, dans les tests que j'ai faits, j'ai atteint aucune limite, aucune contrainte. Mais j'imagine qu'il y en a, mais je ne les connais pas. Bonjour, merci pour la présentation. Petite question, donc si j'ai bien compris, on fait une définition du workflow. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a besoin de ce workflow, c'est les produits Google qui l'instancient. Est-ce qu'il existe des API pour aussi monitorer en fait, toutes ces instances de workflow en cours d'exécution ou une console? Et puis, comment peut se passer aussi les montées de version sur les définitions du workflow? Est-ce que ça aussi, c'est complètement transparent? C'est-à-dire que toutes les instances de workflow se terminent sur la définition courante et puis on peut ensuite passer sur une nouvelle définition? Alors, c'est exactement ça. Sur les montées de version, c'est exactement ça. En fait, on a une exécution qui se fait sur une version du workflow. Donc, en fait, cette exécution se finira sur cette version-là. Et donc, si on monte de version entre-temps, ça peut changer. Surtout qu'une exécution de workflow peut durer 1 an. Donc, entre-temps, on peut quand même faire quelques évolutions en 1 an. Donc ça, oui. Ensuite, est-ce qu'il y a des API pour appeler, pour monitorer, pour faire tout ça? Oui, comme j'ai dit, chez Google, tout est API. Donc forcément, tout ce qu'on peut voir sur la console, on peut aussi le voir directement par API. On peut faire des appels pour lister les exécutions en cours, lister les jobs, lister les différentes choses. Dans les montées de version, on a aussi un diff, parce que dans la console, on peut voir un diff entre la version actuelle et la version que l'on est en train de mettre en place. Donc on voit les différences. Pour l'instant, il n'est pas encore possible de faire un rollback vers la version précédente. Bon, voilà, c'est des choses que l'on demande à l'équipe mes produits, parce que ouais, des fois, on est embêté. Ça marchait la version présente, ça ne marche pas maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas aller le voir parce qu'on ne peut pas. Donc voilà, donc c'est des choses qui vont arriver. Qui justement à l'usage, c'est pour ça qu'il y a plusieurs utilisateurs qui font partie du programme Alpha. On teste en avance, on dit ça gêne quand on fait du dev, et donc on fait évoluer le produit avec Google comme ça, mais ça va arriver. Ah oui, je me rappelle de ce qui était différent avec Workflow et Composer. Ça fait penser, c'est que pour lancer une exécution, avec Composer, c'est automatique. On dit on veut le scheduler, enfin on met un scheduler dans le DAG, donc dans la définition du workflow, et ça se lance tous les jours à telle période. Si l'exécution précédente n'est pas finie, il va attendre que ça se continue, ou alors il en lance une autre. Enfin bref, on a différents modes d'exécution avec Composer. Ça, avec Workflow, on ne l'a pas. C'est une source externe, ça va être Cloud Scheduler, qui va devoir être créé pour déclencher le workflow alors que l'on veut. Donc, toutes les features de Composer ne sont pas intégrées directement dans Workflow. Il y a des fois, il faut un peu jouer avec d'autres composants pour faire ça. Autre différence, quand on crée des DAG, c'est des diagrammes acycliques sur Composer, et donc on peut faire 2 boucles, typiquement. Alors qu'avec Workflow, on peut faire des boucles. Donc voilà, il y a des avantages d'un côté, des inconvénients de l'autre. Tout va dépendre aussi de ce que vous faites et ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez d'autres questions où j'étais suffisamment clair? Il nous reste 10 minutes si vous souhaitez. S'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier Guillaume. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci à vous.